Je suis heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de parler du concept de la conscience non locale basée sur des recherches scientifiques, sur les expériences de mort imminente après des arrêts cardiaques, la NDE ou EMI, ou expérience de conscience avancée pendant une période apparente de coma, donne lieu encore à beaucoup de questions incroyables et très critiques, en particulier par les médecins et les neuroscientifiques. Mais, comme il y a un siècle, William James a dit, étudier ce qui est paranormal, c'est la meilleure manière de comprendre le normal. Comment peut-on expliquer scientifiquement que des personnes peuvent avoir des mémoires claires d'une période où ils étaient de façon évidente inconscients? Ou comment est-il possible que des changements dans la vie permanente se produisent après un arrêt cardiaque en 2 minutes? Une NDE, c'est une confrontation inoubliable avec des dimensions limitées dans notre conscience. Tant qu'on n'a pas fait l'expérience d'une NDE soi-même, il paraît impossible de comprendre réellement l'impact et le changement de la vie, les effets de changement de la vie après cette expérience extraordinaire. La manière de voir ces choses a changé radicalement. C'est comme si j'étais devenu une autre personne, mais avec la même identité. Autre citation. Vous pouvez être mort physiquement, mais votre esprit continue à vivre. Une seule chose est importante, votre attitude vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des gens. J'accepte la vie telle qu'elle est et je n'ai plus du tout peur de la mort. Je vais parler non seulement des changements de conscience pendant et après une NDE, mais je vais aussi discuter les relations entre la conscience et le cerveau. Des questions importantes pour moi sont: comment la conscience est-elle liée à l'intégrité du fonctionnement du cerveau? Est-il possible de rentrer au sein de cette relation? Y a-t-il une base biologique de cette conscience? On peut distinguer entre les aspects temporaires et intemporels de notre conscience. Cela nous amène à la question suivante. Est-il possible de parler d'un début de conscience et notre conscience s'arrêtera-t-elle un jour? Je me rends compte que mon approche est nouvelle et inattendue de la part de plusieurs scientifiques, neuroscientifiques, mais mes conclusions ne sont pas toujours en conformité avec le paradigme matérialiste qui est encore couramment accepté dans la science occidentale. Dans mon dernier livre, Mort ou pas, les dernières découvertes médicales, j'ai écrit beaucoup plus de détails sur mes idées, sur la conscience non locale, et que ce que je peux expliquer aujourd'hui. Mais je réalise que plusieurs aspects de la conscience représentent encore un grand mystère. Comment mon intérêt pour les NDE a-t-il commencé? En 1969, quand j'étais interne, un patient a été ranimé avec succès par défibrillation électrique. Dans 6 jours, tout ça c'était neuf et nouveau pour nous. On ne réalisait pas plus qu'en 1967, il y a à peine 45 ans, tous les patients avec un arrêt cardiaque mouraient parce que les techniques de réanimation modernes, comme la défibrillation, n'existaient pas encore. Mais ce patient a récupéré sa conscience après une période d'inconscience de 4 minutes. Et nous étions bien sûr très contents, l'équipe de réanimation, mais le patient, il semblait extrêmement déçu. Il m'a parlé qu'il était passé par un tunnel, qu'il avait vu une lumière, qu'il avait vu des couleurs magnifiques et entendu de la musique. Je n'ai jamais oublié cet événement, mais je n'en ai rien fait. Et à cette époque, je ne savais pas que dans l'histoire humaine, le même genre d'expérience avait été parlé plusieurs fois, relaté dans plusieurs cultures, religions et tout le temps.
comme c'est montré dans cette peinture de 1480 du peintre Hieronymus Bosch, qui montre les personnes désincarnées qui sont escortées dans un tunnel. Et c'est que quelques années plus tard, en 1975, Raymond Moody a décrit ses expériences de mort imminente. Et c'est qu'en 1986 que j'ai vu ces expériences dans un livre par George Ritchie qui s'appelait Retour de demain, qui parlait de ce qu'il avait expérimenté pendant une réanimation après 9 minutes d'arrêt cardiaque en 1943. Après avoir lu ce livre, j'ai commencé à interviewer mes patients qui avaient survécu à un arrêt cardiaque. Et à ma grande surprise, en 2 ans, il y a 12 patients sur 50 qui ont survécu, qui ont parlé de leur NDE. Pour moi, tout ça a commencé comme une curiosité scientifique parce que selon nos concepts médicaux actuels, il n'est pas possible d'avoir une conscience pendant un arrêt cardiaque quand la circulation et la respiration ont cessé. J'ai grandi dans un environnement académique où on m'a appris que il y a une explication matérialiste et réductionniste à tout, et qu'il était évident que la conscience était un produit du fonctionnement du cerveau. Et jusqu'à ce point, j'ai toujours accepté cela comme une vérité indiscutable. Mais maintenant, le phénomène des NDE pose des questions fondamentales. Une NDE, c'est un état spécial de conscience qui se produit pendant une imminente période de mort physique, psychologique ou émotionnelle. Mais comment une NDE se produit-elle? Comment le contenu d'une NDE peut venir? Comment la vie de la personne change si radicalement après une NDE? J'étais inacceptable d'accepter la plupart des réponses à ces questions parce qu'elles semblaient incomplètes, incorrectes ou infondées. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une NDE? Quelques personnes qui ont survécu un danger de mort, une crise, relatent une expérience de conscience extraordinaire. Une NDE peut être définie comme une mémoire et un ensemble d'impressions pendant un état spécial de conscience qui inclut un nombre d'éléments universels comme l'expérience hors du corps, on se sent bien, on voit un tunnel, la lumière, des proches désincarnés, on revoit la vie, notre vie, et la conscience revient dans le corps. Dans plusieurs circonstances, pendant une NDE, comme par exemple arrêt cardiaque, mort clinique, un choc après la perte de sang, comme lors d'un accouchement, un coma qui suit un traumatisme cérébral, ou l'asphyxie, mais aussi des maladies sérieuses qui n'ont pas un danger imminent de mort, ou par exemple la dépression, l'isolation, la méditation, ou parfois sans une raison évidente. De telles expériences peuvent se produire dans la phase terminale de maladie et sont appelées les visions au lit de la mort ou les visions de fin de vie. Donc apparemment, il n'y a toujours pas besoin d'une période de non-fonctionnement du cerveau pour vivre une NDE. La NDE est transformationnelle et elle cause toujours de profonds changements dans la vision de la vie et la perte de la peur de la mort et plus de sensibilité intuitive. Une NDE se produit fréquemment plus fréquemment parce qu'on a plus de moyens de réanimation avec les techniques modernes. Mais le contenu d'une NDE et ses effets sur les patients semblent être les mêmes de par le monde, les cultures et tous les temps. Cependant, la nature subjective et l'absence d'un cadre de référence pour cette expérience nous amènent à des facteurs individuels, culturels et religieux qui déterminent le vocabulaire utilisé et décrivent et interprètent l'expérience. Des enfants et des adultes, chrétiens et athées, musulmans ou bouddhistes, utilisent tous des mots différents de leur religion, de leur culture ou de leur tradition.
Selon des recherches récentes en Allemagne et aux USA, 4% de la population totale en Occident a vécu une NDE. Donc ça fait 2,5 millions de personnes en France, plus de 6 millions aux États-Unis et 20 millions en Europe qui ont dû avoir une NDE. Maintenant, pourquoi les médecins écoutent rarement les patients parler de leur NDE? Les patients sont réticents de partager leur expérience avec les autres parce qu'ils reçoivent beaucoup de réponses négatives. Il faut être ouvert pour écouter une NDE. Les patients doivent se sentir à l'aise, que vous leur faites confiance, que vous les écoutez sans commenter ou sans leur porter préjudice. Pour la plupart des médecins, la NDE est toujours un phénomène incompréhensible et inconnu. À une conférence sur les NDE dans un hôpital universitaire, plus de 300 personnes ont écouté et à la fin de la conférence, et plusieurs exposés sur les NDE, une personne s'est levée et a dit « Je suis cardiologue depuis plus de 25 ans et j'ai jamais entendu des histoires aussi absurdes, c'est non-sens total, je ne crois pas un seul mot de tout ça. » Et ensuite, une autre personne s'est levée dans l'audience et a dit « Je suis un de vos patients, j'ai eu une NDE pendant un arrêt cardiaque et vous êtes vraiment le dernier à qui j'en aurais parlé. » Jusqu'à récemment, il n'y avait aucune perspective, aucune recherche scientifique pour expliquer la cause et le contenu d'une NDE. Toutes les études ont été rétrospectives, sélectives et très sélectives en ce qui concerne les patients. Sur la base de ces études incomplètes et rétrospectives, certains ont cru que l'expérience pouvait être causée par des changements physiologiques dans le cerveau, par le manque d'oxygène, anoxie cérébrale, et d'autres théories parlent d'une réaction psychologique à l'approche de la mort, hallucinations, rêves, effets collatéraux de drogue ou fausse mémoire. Donc en 1988, nous avons démarré une étude prospective de 344 survivants d'un arrêt cardiaque dans 10 hôpitaux différents aux Pays-Bas, dans le but d'étudier la fréquence, la cause et le contenu d'une NDE. Ce dessin animé, cette caricature a été publiée dans un journal national hollandais quand notre étude a été publiée par le Lancet en décembre 2001. Nous voulions savoir s'il peut y avoir une explication psychologique, pharmacologique, psychologique ou démographique sur le pourquoi de ces expériences de conscience avancée pendant une période d'arrêt cardiaque. Nous avons mené des interviews standards avec suffisamment de patients qui ont survécu en peu de jours après leur ressuscitation et nous leur avons demandé s'ils pouvaient se rappeler de leur période d'inconscience et de ce qui se rappelait. Nous avons aussi mené une étude longitudinale avec des interviews ciblées sur d'autres survivants entre 2 et 8 ans après leur arrêt cardiaque, et tout ça avec un groupe de contrôle de survivants d'arrêt cardiaque qui n'ont pas parlé d'une NDE. La définition de mort clinique a été utilisée pour la période d'inconscience causée par le manque d'oxygène ou anoxie dans le cerveau à cause de l'arrêt de la circulation et de la respiration qui se produit pendant un arrêt cardiaque chez des patients avec un infarctus du myocarde aigu. Ces patients vont mourir irréversiblement entre 5 et 10 minutes s'ils ne sont pas réanimés avant. Et c'est donc le modèle le plus proche du processus de la mort. Dans des cas où la mémoire a été rapportée, nous avons codé les expériences selon un index d'expérience pondéré. Dans ces systèmes, la profondeur d'une NTBE a été mesurée selon les éléments rapportés du contenu. Plus des éléments ont été rapportés, l'expérience a été plus profonde
Et le plus haut, le score du résultat a été positionné. Sur 282 patients, 82% se rappelaient de rien, mais 62 patients ou 18% se sont rappelés de ce qui s'est passé pendant leur mort clinique. Et de ces patients, 41, donc 12%, avaient une expérience avec un score de 6 ou supérieur, et 21, donc 6%, avaient une NDE superficielle. Dans notre étude, sur 50% des patients, ils étaient conscients d'être morts. Ils avaient des émotions positives. 25% avaient une expérience hors du corps. 30% sont passés par le tunnel. 25% avaient des communications avec la lumière et ont vu des couleurs. 30% des patients avaient une observation d'un paysage céleste ou se sont rencontrés avec des proches désincarnés. Mais 13% ont vu le passé de leur vie et 8% ont vu une barrière ou une limite. Donc dans notre étude, tous les éléments bien connus ont été relatés, sauf dans une NDE. Mais personnellement, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient une expérience de NDE effrayante. Qu'est-ce qui peut distinguer le petit pourcentage de patients qui parlent d'une NDE de ceux qui n'en parlent pas? Nous avons trouvé, à notre grande surprise, que ni la durée de l'arrêt cardiaque, 2 à 8 minutes, ni la durée de la période d'inconscience, 5 minutes ou 3 mois dans le coma, ni l'intubation dans des cas complexes, ni les stimulations électrophysiologiques du cœur n'ont influencé la fréquence des NDE. Nous n'avons trouvé aucune relation entre la fréquence des NDE et les médicaments qui ont été administrés, la peur de la mort avant l'arrêt cardiaque, le sexe, la religion ou l'éducation. En plus, nous avons fait une étude longitudinale avec des interviews ciblées sur des survivants d'une NDE entre 2 et 8 ans après l'arrêt cardiaque, en parallèle avec un groupe de contrôle qui n'ont pas parlé de la NDE. Nous voulions savoir si la transformation, comme le changement de la vue sur la vie, la perte de la peur de la mort, et des sensations intuitives plus avancées, sont les seuls résultats d'une NDE, ou si ces changements ont aussi pu être causés par l'arrêt cardiaque lui-même. Il n'y a jamais eu d'étude, ce point n'a jamais été étudié dans une étude avant cette étude prospective. Nous avons vu des statistiques, une différence entre les personnes avec ou sans NDE, et seulement les patients avec une NDE ont montré ces transformations dont nous venons de parler. La NDE s'est transformée en un changement de la vie. Les secondes interviews après 8 ans ont montré que les personnes avec une NDE qui avaient peur de la mort et qui n'en ont plus peur et croient beaucoup plus en la vie, après la mort. Cependant, les personnes avec une NDE ont continué à être clairement différentes. Cette vue nouvelle que nous avons trouvée fait partie de la vie de tous les jours. Compassion, amour inconditionnel de soi, pour les autres et pour la nature. Il permet aussi une vue selon laquelle tout et tout le monde est connecté. Les conversations que nous avions dans notre étude longitudinale ont également révélé que des personnes souvent ont acquis
vision intuitive, une sensibilité intuitive avancée après la NDE. Cette intuition avancée est basée sur la connexion avec la conscience non locale des autres et ne dépend pas du temps. Il y a une connaissance interne des événements futurs et des rêves indépendamment de la distance. Le sens de savoir, avant qu'un coup de téléphone se produise, aussi une connaissance anticipée de la maladie ou même de la mort de certaines personnes qui ont montré qu'elles étaient précises. Donc cette intuition avancée qui se produit souvent peut poser des problèmes parce que les personnes ont souvent un sens aigu des autres qui peut intimider énormément. Et une personne m'a dit je ne pouvais pas en parler ou j'aurais été engagé dans une institution psychiatrique. Finalement, il est remarquable de voir que les arrêts cardiaques qui prennent juste quelques minutes donnent des effets à si long terme sur la vie, dans une transformation longue. La profondeur de l'expérience et par-dessus tout la vue panoramique de la vie et la rencontre avec la lumière sont les contributeurs de l'intensité et de ces changements inévitables. Ce sont ce qu'on appelle les problèmes interpersonnels. Pour des raisons évidentes, plusieurs personnes il y a des années de sensations de dépression, de solitude, ça donne des problèmes intrapersonnels. Des traits de personnalité de la personne avant la NDE, comme un caractère extraverti ou introverti, ou des dispositions positives ou négatives, sont des facteurs importants dans ce processus. Quand on parle d'une situation inattendue qui était toujours un challenge, des facteurs culturels jouent un rôle également dans les cultures occidentales. L'expérience est souvent liée aux croyances conventionnelles. Le support social de la famille et des amis est crucial et les réponses sceptiques de des médecins ou du domaine médical donnent une extrême frustration à ceux qui ont vécu une NDE. J'ai vu plusieurs personnes qui étaient incapables de parler de leur NDE et de leurs conséquences jusqu'à 50 ans après l'événement. Peur d'être rejeté, etc. Plusieurs théories ont été proposées pour expliquer les NDE, mais notre première prospective a montré que les effets psychologiques, pharmacologiques ou physiologiques ne peuvent pas être les facteurs qui causent ces expériences pendant un arrêt cardiaque. Avec une explication purement physiologique comme le manque d'oxygène dans le cerveau, parce que tous les patients de notre étude ont été inconscients par manque d'oxygène dans le cerveau suite à leur arrêt cardiaque. Mais il n'y a que 18% qui ont parlé de leur NDE. Et pourquoi que 18%? C'est toujours un mystère scientifique. À côté de cela, il est établi que des personnes sans manque d'oxygène dans le cerveau, comme la dépression ou la méditation, peuvent aussi passer par un état de conscience avancé. Une autre théorie dit que les NDE peuvent être un changement de l'état de conscience ou la théorie de la continuité dans laquelle des mémoires, l'identité de soi, la cognition, l'émotion fonctionnent indépendamment du corps inconscient et retiennent les possibilités de perception extrasensorielle. Pendant les NDE, une conscience avancée est expériencée indépendamment de la conscience à l'état d'éveil.
dans 4 études prospectives identiques, notre étude aux Pays-Bas, une étude aux USA et 2 études au Royaume-Uni ont montré le même pourcentage de NDE sur un total de 562 patients. Bruce Grayson a écrit dans ses commentaires que aucun modèle physiologique ou psychologique peut expliquer par lui-même tout ce qui se produit dans une NDE. L'occurrence paradoxale d'une conscience élevée et lucide et de pensée logique pendant une période d'arrêt cérébral pose des questions particulières pour notre compréhension actuelle de la conscience et de ses relations avec le cerveau. Un sensorium clair et complexe, un processus sensoriel et complexe pendant la période de mort apparente challenge le concept de la conscience et le fait qu'elle soit exclusivement localisée dans le cerveau. Sam Parnia et Peter Fenwick ont écrit que les données de plusieurs NDE, d'études de NDE, suggèrent que la NDE se produit pendant l'inconscience. Et ça, c'est une conclusion surprenante parce que lorsque le cerveau fonctionne tellement mal et que le patient est dans un profond coma, ces structures cérébrales qui sont à la base des expériences subjectives et de la mémoire doivent être sévèrement impactées. Des expériences complexes comme celles reportées par la NDE ne doivent pas se produire dans la mémoire. Ces patients ne doivent pas être retenus dans la mémoire. Ces patients on attend de ces patients qui n'avaient aucune expérience subjective du tout. Le fait que des personnes rapportent des expériences lucides dans leur conscience lorsque l'activité du cerveau a cessé est, dans la vision de Penny Sartori, difficile à réconcilier avec l'opinion médicale actuelle. Un manque d'évidence est évident pour d'autres théories sur les NDE. Un concept qui est accepté mais qui n'a jamais été prouvé scientifiquement, c'est que la conscience et les mémoires sont produits par un grand groupe de neurones qui sont localisés dans le cerveau. Et donc cette théorie est à discuter. Comment une conscience claire, en dehors du corps, peut être vécue au moment où le cerveau ne fonctionne pas pendant une période de mort clinique, même avec un électroencéphalogramme plat. Même des personnes aveugles ont décrit des perceptions véridiques pendant leur expérience en dehors du corps, pendant leur NDE. Les études scientifiques des NDE nous poussent aux limites de nos idées médicales et neurophysiologiques sur le domaine de la conscience humaine et les relations entre le cerveau et l'esprit. Avant que je parle plus en détail de quelques aspects neurophysiologiques du fonctionnement normal d'un cerveau pendant un arrêt cardiaque, je voudrais reconsidérer certains éléments d'une NDE. D'abord, l'expérience hors du corps, où les personnes ont des perceptions véritables et réelles d'une position en dehors de leur corps. Les personnes ont laissé leur corps comme une veste, et à leur surprise, ils ont conservé leur identité avec la possibilité de perception, d'émotion et une conscience très claire. Cette expérience hors du corps est scientifiquement importante parce que les médecins, les infirmières et les proches peuvent vérifier les perceptions qui ont été rapportées et ils peuvent aussi confirmer, avoir une corrélation au moment précis de la NDE. Dans une revue récente de près d'une centaine de récits et d'éléments de perception potentiellement véritables, Ian Holden a trouvé que 90% étaient complètement justes, 8% avaient quelques erreurs mineures et seulement 2% étaient complètement fausses. Cela prouve que l'OBE ne peut être une hallucination parce que c'est une perception
qui n'a pas de... Cela voudrait dire que c'est une perception qui n'a pas de base sur la réalité, comme dans la psychose. Ce n'est pas non plus une délusion qui est une évaluation incorrecte d'une perception correcte, ni une illusion qui signifie une image qui est fausse ou trompeuse. En plus, les OBE avec des perceptions véritables d'une position hors du corps ou par-dessus le corps n'ont jamais été induites parce que seulement les illusions du corps ont été induites par une inhibition ou par des zones spéciales du cortex. Une OBE réelle montre clairement sur ce dessin, qu'on voit sur ce dessin, d'une fille de 6 ans qui a été réanimée à l'hôpital. Dans ce dessin, vous pouvez voir une fille heureuse et souriante. Et donc, voici le rapport d'une infirmière. Pendant une tournée de nuit, une ambulance a amené une personne de 44 ans, cyanotique, comateuse, non, un monsieur, un homme. Il était dans le coma 30 minutes, depuis 30 minutes. Nous l'avons intubé. J'ai enlevé son dentier supérieur et je l'ai mis dans un tiroir. Et c'est seulement après 1h30 que le patient a récupéré son rythme cardiaque et la pression sanguine. Mais il était toujours ventilé et intubé. Il a été transféré dans les soins intensifs. Et après 1 semaine de coma, je l'ai vu encore. Et à ce moment-là, il m'a dit « Ah, madame, vous savez où est mon dentier ?» J'étais vraiment surpris parce que le patient a expliqué « Oui, vous étiez là-bas quand j'ai été amené à l'hôpital et vous avez pris mon dentier et vous l'avez mis dans ce tiroir avec toutes ces bouteilles et toutes ces choses en dessous de la table qui était dans la salle. » J'étais vraiment très surprise parce que je me rappelais effectivement que c'était comme ça et que la personne à ce moment-là était complètement dans le coma. Et c'était effectivement, le dentier a été retrouvé dans ce tiroir. Il était aussi capable de décrire correctement dans tous les détails la petite salle dans laquelle il a été ressuscité, tout comme l'apparence des personnes, y compris moi-même. Il y a maintenant la vision holographique de la vie. Pendant cette revue de la vie, les sujets sentent la présence d'une expérience renouvelée, non seulement de tout acte, mais aussi de toute pensée de leur vie passée. Et ils se réalisent que tout ça, c'est comme un champ d'énergie qui influence chaque personne et les autres. Et vous sentez donc les conséquences de toutes vos pensées et de toutes vos actions. Donc c'est l'interconnexion. Certains patients voient leur livre entière, leur vie entière dans un seul coup. Le temps et l'espace ne semblent pas exister pendant une telle expérience non locale. Citation. Toute ma vie, jusqu'à présent, j'avais une espèce de vue. J'avais une vue de toute ma vie en 3 dimensions et chaque événement semblait accompagné avec une bonne ou mauvaise conscience ou avec une vue de la cause à l'effet. De la cause à effet. Non seulement j'ai perçu tout selon mon point de vue, mais j'ai aussi vu des autres personnes qui étaient impliquées. Et c'est comme si j'avais leur pensée en moi. C'est-à-dire que j'ai perçu non seulement ce que moi j'avais fait ou pensé, mais aussi comment ça a été perçu par les autres et comment ça a influencé les autres, comme si je les voyais avec leurs yeux. Et non seulement leurs pensées, et donc ainsi leurs pensées n'ont jamais disparu. Et tout le temps, pendant cette revue, l'importance de l'amour a été soulignée. En regardant en arrière, je ne peux pas voir, je suis incapable de dire combien de temps ça a duré, cette revue,
C'était plutôt long, j'ai la sensation que c'était long, mais en même temps, j'ai l'impression que c'était qu'une fraction de seconde parce que j'ai tout perçu pratiquement au même moment. Le temps et la distance ne semblaient pas exister. J'étais partout en même temps et parfois mon attention était attirée vers quelque chose et donc comme si j'avais été présent là-bas. Alors, il y a aussi le flash forward, donc la vue d'anticiper qui peut se produire, dans laquelle des images futures de la vie personnelle et aussi des images plus générales du futur se produisent. Les personnes se sentent comme une partie de la vie qui va venir. Il semble que le temps et l'espace n'existent pas dans ces vues anticipées, non locales. Les récits d'événements futurs qui sont vérifiables posent inévitablement des questions sur ce point. Comment les personnes peuvent voir leur futur eux-mêmes. Citation. Dans un flash, j'ai vu le reste de ma vie, j'ai pu voir une partie de ma vie, m'occuper de mes enfants, la maladie de ma femme, tout ce qui va aller se passer avec moi. J'ai tout pu voir. J'ai prévu la vie de ma mère et la mort de ma femme et la mort de ma mère. Un jour, j'ai tout écrit et je les ai vus plus tard. Et pendant les années, j'ai été capable de cocher tout ce que j'avais noté qui s'est réellement produit. Par exemple, j'ai vu mon épouse sur son lit de mort dans un habit blanc, exactement comme ça s'est passé. Alors, la communication semble possible par le transfert. Ainsi, il est possible également d'entrer en contact avec des consciences de personnes décédées. Pendant mon arrêt cardiaque, j'ai eu une expérience élargie et plus tard j'ai vu, en plus de ma grand-mère décédée, un homme qui m'a regardé avec beaucoup d'amour, mais que je ne connaissais pas. Plus de 10 ans plus tard, au lit de mort de ma mère, elle a confessé qu'elle était née en dehors d'une vie, en dehors du couple, mon père étant un juif qui avait été déporté et mort pendant la Deuxième Guerre. Et ma mère m'a montré son image et c'était exactement la personne que j'avais vue pendant ma NDE. Certains patients peuvent décrire le retour dans leur corps, souvent par le dessus de la tête. Le retour de la conscience dans le corps est quelque chose qui est très oppressif. Ils regagnent la conscience dans leur corps et réalisent qu'ils sont de nouveau accrochés à leur corps blessé. Citation. Quand je suis venu dans mon corps, c'était terrible. L'expérience a été tellement merveilleuse que je ne voulais pas revenir. Je voulais rester là-bas, mais je suis revenu. À partir de ce moment, c'était une bataille réelle de vivre de nouveau à l'intérieur de mon corps avec toutes les limitations que j'avais à ce moment. Mais plus tard, j'ai réalisé que cette expérience était en fait une bénédiction parce que maintenant je sais que l'esprit et le corps sont séparés et qu'il y a la vie après la mort. Pratiquement toutes les personnes qui ont passé une NDE ont perdu leur père de l'amour. Alors, citation. C'est en dehors de mon domaine de parler de quelque chose qui ne peut être prouvé que par l'amour. Pour moi, cette expérience formidable a été décisive pour me convaincre que ma conscience vit après la tombe et je suis sûr que le corps et l'esprit sont séparés. La mort n'est pas la mort, mais une autre forme de vie. Donc, nous arrivons à la conclusion surprenante que dans notre étude pendant les arrêts cardiaques, tous ces éléments rapportés dans les NDE ont été vécus pendant une perte fonctionnelle de toutes les fonctions du cortex et du cerveau.
même avec un électroencéphalogramme plat. Comment peut-on étudier cela? Pendant plusieurs études avec des arrêts cardiaques induits dans le monde avec les modèles humains et animaux de fonction cérébrale, on a montré que pendant l'arrêt cardiaque, avec l'arrêt de la circulation sanguine dans le cerveau, se produisent des pertes de conscience subites, la perte des réflexes du cortex, mais aussi d'autres pertes au niveau du cerveau comme le réflexe gag, le réflexe cornéal et des pupilles dilatées et fixes. Cette activité électrique dans le cortex cérébral peut aussi être étudiée plus profondément dans le cerveau des animaux et a montré qu'elle est absente après 10 ou 20 secondes électroencéphalogramme plat. Donc, toutes les 562 survivants des arrêts cardiaques dans les 4 études prospectives ont dû avoir un électroencéphalogramme plat. Cette conclusion est souvent appelée impossible et non scientifique. L'objection souvent avancée qu'un électroencéphalogramme plat ne permet aucune activité cérébrale parce qu'on ne voit aucune activité électrique dans le cortex du cerveau. Ce point s'il y a une activité mesurable dans le cerveau, on voit que la neuroscience contemporaine il a été prouvé qu'il n'y a aucune activité cérébrale spécifique pendant un arrêt cardiaque. C'est donc un challenge scientifique de discuter de nouvelles hypothèses qui pourraient expliquer la possibilité d'avoir une conscience claire et avancée pendant une période transitoire d'un cerveau qui ne fonctionne pas, donc qui laisse aussi des mémoires, des expériences qui laissent des mémoires, qui reconnaît l'identité avec la cognition, avec de l'émotion, possibilité de perception en dehors du corps physique, de comment on peut expliquer l'interconnexion avec les consciences d'autres personnes et de personnes de proches qui sont décédées, la possibilité de vivre la revue de sa vie et de celle des autres personnes dans une dimension liée au corps, au temps et à l'espace, où tout le passé, le présent et le futur existent souvent, et même pour expliquer l'expérience du retour de la conscience dans le corps. Dans mes livres publiés récemment, le best-seller aux Pays-Bas avec plus de 100 000 copies vendues en un an, qui s'appelle en France Mort ou pas, ou Consciousness Beyond Life en français, j'ai décrit un concept où notre conscience sans fin, avec la mémoire, comment la mémoire peut y trouver origine, et qu'elle est stockée dans un espace non local, comme des ondes d'information. Et le cerveau ne sert que de relais pour une partie de ces ondes, pour les amener à la conscience pendant notre état d'éveil. La fonction du cerveau peut être comparée à celle d'un transduceur ou un émetteur-récepteur ou une interface comme un ordinateur. Des réseaux neuronaux différents fonctionnent comme une interface pour différents aspects de notre conscience et la fonction de ce réseau neuronal doit être regardée comme des récepteurs et des transmetteurs et non pas comme des contenants de la conscience et des mémoires. Dans ce concept, la conscience non locale n'est pas liée au domaine mesurable de la physique
notre monde physique, tangible. Cependant, les aspects physiques de la conscience, qui ont leur origine dans des ondes de notre conscience, peuvent être mesurés par le moyen d'images, de neuroimages, comme le EEG, fMRI ou PET scan. Avec ce concept de conscience non locale, tous les éléments rapportés dans une NDE pendant un arrêt cardiaque peuvent être expliqués. En essayant de comprendre tout ça, on peut le comparer avec les moyens modernes de communication. Il y a un échange continu et objectif d'informations par les champs électromagnétiques, comme les radios, télé, ordinateurs. Aujourd'hui, nous utilisons notre téléphone mobile ou nous allumons notre radio pour percevoir des informations. Ce que nous recevons n'est ni à l'intérieur de l'instrument, ni dans les composants, mais grâce au récepteur, l'information des champs électromagnétiques devient observable à nos sens et donc la perception se produit dans notre conscience. Internet peut, avec plus d'1 milliard de sites, peut être perçu au même moment aux USA, en Europe et en Asie, et donc il y a quelque chose qui n'est pas, c'est quelque chose qui n'est pas dans notre portable ou qui n'est pas produit par lui. Nous pouvons conclure donc que notre conscience éveillée, notre ego, que notre conscience quotidienne n'est qu'une part de notre conscience entière et infinie et non locale, qui peut aussi être appelée universelle, cosmique ou divine. Cette vue d'une conscience non locale nous permet de comprendre une large variété d'états spéciaux de la conscience, comme ceux qui sont vus dans une NDE. Dans un accident de trafic ou ces expériences peuvent aussi être rapportées pendant la méditation ou une relaxation profonde, mystique, religieuse ou expérience illuminée, pendant des états changeants de conscience, pendant des thérapies régressives, hypnose, une dépression sévère, un isolement ou l'utilisation de drogues comme la LSD ou le DMT. Ces expériences peuvent aussi se produire dans la phase terminale de la vie, mais au moment de la mort d'un proche, donc c'est l'expérience de la mort partagée ou empathique, NDE empathique. L'interconnexion avec des aspects non locaux de la conscience explique aussi l'apparition au moment de la mort, comme des personnes en contact avec des aspects non locaux de la conscience, d'une personne qui meurt à une distance de nous. Et il y a aussi les expériences périmortelles ou dans la période qui suit la mort. Le sentiment d'être en contact avec des aspects de la conscience de la personne proche décédée. L'interconnexion de ces champs informatifs non locaux, d'une conscience non locale, explique aussi l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, les rêves prémonitaires et les visions. Comme je l'ai dit, après une NDE, beaucoup de personnes, à leur grand étonnement, ont une intuition avancée. Ce qui veut dire qu'elles ont accès à une information non locale qui n'est pas reçue par nos sens ou par notre corps. La capacité de réception fonctionnelle du corps est améliorée en permanence après une NDE, comme si c'était comparé avec une radio qui ne reçoit pas seulement le canal 1, notre conscience personnelle, mais en même temps les canaux 2 et 3 et 4 défilent des champs de conscience des autres. William James a appelé cela un niveau de conscience plus bas, plus sensible. Cette communication non locale paraît aussi démontrée dans des vues à distance, perception non locale, et aussi dans les effets de la conscience sur la matière, comme dans des perturbations non locales,
la neuroplasticité, et même, ou dans des EEG, fMRI ou PET-scan, des études avec ces appareils, on peut observer des changements fonctionnels et structurels dans le cerveau après ces changements de conscience, comme par exemple pendant la méditation ou le placebo, le traitement placebo de certains patients en dépression, avec des maladies chroniques ou Parkinson. Depuis la publication de plusieurs études prospectives de l'NDE, la réalité des NDE ne peut plus être ignorée. C'est une expérience authentique qui ne peut pas être simplement réduite à l'imagination, peur de la mort, hallucination, psychose, utilisation de médicaments, manque d'oxygène. Mais des personnes ont changé de façon permanente après une NDE pendant un arrêt cardiaque qui n'a duré que quelques minutes. D'après ces études, la vision matérialiste actuelle du lien entre le cerveau et la conscience, que partagent plusieurs médecins, philosophes et psychologues, est trop restrictive pour pouvoir comprendre le phénomène correctement. Une étude scientifique de la conscience comme étant non locale, et donc avec une ubiquité, le phénomène d'ubiquité, cette vue peut contribuer à de nouvelles idées sur la relation entre la conscience et le cerveau. Des recherches sur les NDE questionnent le paradigme matérialiste de la science et donc sont importants pour nos idées scientifiques sur la relation entre le cerveau et l'esprit. Pendant la mort physique, la conscience continue à exister dans une autre dimension dans laquelle le passé, le présent, le futur sont inclus. Il vous reste 5 minutes. La mort n'est que la fin de notre aspect physique. Je crois maintenant que la mort, comme la naissance, est un simple passage d'un état de conscience à un autre. Cependant, il faut reconnaître que les recherches en NDE ne peuvent pas donner une preuve irréfutable scientifique de cette conclusion, parce que des personnes avec une NDE ne sont pas vraiment mortes, mais elles étaient toutes proches de la mort, avec un cerveau qui ne fonctionnait pas. Et comme je l'ai expliqué, il a été prouvé scientifiquement que pendant une NDE, un état avancé de conscience a été expérimenté indépendamment du fonctionnement du cerveau. Citation d'une annonce. Tout ce que nous avons disparaît, mais ce que nous sommes va rester dans le temps et dans l'espace. Nous avons un corps et nous avons une conscience. Sans corps, on peut toujours avoir des expériences conscientes. Récemment, quelqu'un avec une NDE m'a dit « Je peux vivre sans mon corps, mais apparemment mon corps ne peut pas vivre sans moi ». De façon remarquable, dans une étude représentative en Europe, près de 55% de la population, donc plus de 250 millions de personnes en Europe, croient qu'il y a une forme de survie après la mort. Et cette valeur, ce nombre élevé, est en grand contraste avec l'opinion de la majorité des scientifiques occidentaux qui ignorent systématiquement et ridiculisent la possibilité d'une survie après la mort physique. Mais sur la base de recherches sur les NDE, on ne peut pas éviter les conclusions que cette conscience sans fin a toujours et va toujours exister indépendamment du corps. Il n'y a pas de début, il n'y aura pas de fin à notre conscience. Notre conscience avancée ne réside pas dans notre cerveau et n'est pas limitée à notre cerveau parce que notre conscience n'est pas locale. Notre cerveau n'a qu'une fonction de facilitatrice et non pas de production de ces expériences conscientes. Plus de meilleures connaissances et des recherches sur les NDE sont nécessaires et au sujet de la continuité possible après la mort. Ces études pourraient avoir un impact significatif sur la pratique de la médecine parce qu'elles informent entre autres des idées sur le traitement des patients en coma ou en état terminal,
d'une maladie et aussi influence nos idées sur la transplantation des organes avec le prélèvement des organes de personnes encore dont le cœur bat encore mais qui ont déjà une mort cérébrale. Les recherches sur la NDE ne sont pas seulement d'un grand sens pour les praticiens de la santé, mais aussi pour les patients et leurs familles. En accommodant plus qu'en jugeant ces expériences, les patients et leurs familles, on leur donne une chance de les intégrer dans le reste de leur vie. Dans l'événement d'une NDE, le docteur ou le thérapeute ne doit pas rejeter l'expérience comme une anomalie pathologique ou un incident, mais regarder le voir comme une crise existentielle avec toute la désorientation qu'une telle crise peut produire. Dans le passé, beaucoup de choses ont été écrites sur la vie et la mort, et aussi sur des essais spéciaux, avancés ou non locaux de la conscience. Mais plusieurs personnes aujourd'hui n'ont pas encore entendu parler des NDE, et ça c'est parce que beaucoup croient encore que la mort est le fin de notre existence et de notre conscience. Les gens ont peur qu'à la mort, tout se termine. Comme jeune docteur, c'était aussi mon concept sur la mort. J'ai été éduqué dans un monde académique où on m'a dit que pour toute observation, il y a une explication réductionniste et matérialiste, appelée scientifique, qui était évidente. Cela fait qu'il a été impossible d'accepter qu'un état de conscience clair peut être expérimenté pendant un arrêt cardiaque ou un coma, ou même juste avant ou après notre mort. Mais jusqu'à 25 ans, j'avais toujours accepté cette vue sans question, mais aujourd'hui la science signifie pour moi poser les questions avec l'esprit ouvert. La science doit rechercher faire des recherches sur ces nouveaux mystères plutôt que de s'accrocher à des concepts anciens. Je peux vous assurer que j'ai appris beaucoup parce que, avec tous ces patients qui voulaient partager leur expérience, ont changé profondément mes vues sur le sens de la vie et de la mort. Les personnes avec une NDE ont été mes plus grands enseignants. Ma vue actuelle, maintenant est qu'il y a de bonnes raisons d'assumer que notre conscience ne coïncide pas toujours avec le fonctionnement de notre cerveau. Des consciences avancées peuvent souvent être vécues séparément du corps. Et je suis arrivé à la conclusion inévitable que, très probablement, l'esprit doit avoir une fonction transmettrice ou facilitatrice et non pas productive, qui ne produit pas les expériences de la conscience. Je suis conscient que ce concept peut être plus qu'une simulation pour des études, un encouragement pour des études complémentaires et des débats, mais par-dessus tout, il faut que l'on remette en question le paradigme purement matérialiste de la science. Nous oublions souvent de réfléchir au futur de notre planète. Nous détruisons souvent notre planète dans un développement non durable uniquement parce que nous avons une vision de la concurrence et une vision matérialiste de la société. Nous devons arrêter de penser et d'agir comme si nous sommes meilleurs que d'autres, parce que cela va toujours être aux dépens des enfants et d'autres créatures fragiles de par le monde. Il faut réaliser que le tort que nous causons aux autres et à la nature nous causera du tort aussi à nous, parce que les humains ne sont non seulement interconnectés de façon intense les uns aux autres, mais aussi avec les animaux et les plantes dans notre monde en danger. J'espère que dans un futur proche, nous allons accepter des aspects non locaux et
pour comprendre comment nous sommes et nous allons toujours être interconnectés les uns avec les autres. Aussi, après notre mort physique, que nous devons changer notre conscience personnelle, non seulement pour changer la manière dont nous vivons, mais aussi pour changer la manière dont nous voulons traiter, honorer et respecter nos patients. Et une femme m'a écrit, qui a vécu en Inde, m'a écrit, quand le pouvoir de l'amour devient plus fort que notre amour du pouvoir, notre monde va changer. Cela va demander un grand changement de conscience. Nous devons tous sentir la responsabilité de ce changement. Merci pour votre attention.